Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo à la recherche des énéatypes 3. Donc j'ai songé à 3 nouveaux candidats pour lesquels j'ai mis un coup de pied dans la fourmilière sur mes typages potentiellement foirés. On commence direction les plages costariciennes en 2002 avec le cerveau de la saison, Nicolas, que j'avais typé en 6 en m'appuyant sur la revanche des héros. En réalité, quand on voit la saison 2, je vais plutôt utiliser Nicolas pour disséquer la confusion 3-7. On reviendra sur la revanche des héros après. Donc d'abord, les différences théoriques. Déjà, le 3 a une attente là où le 7 n'en a pas. C'est lié à ce que j'ai écrit en dessous, à savoir que le 3 est narcissique à propos de ses réalisations et succès. Le 7 étant un mental, lui, il est narcissique de tout ce qui sort de sa cervelle. Ses idées sont des idées géniales. En tout cas, il n'a pas besoin qu'on lui dise que ce qu'il pense est génial. Alors que le 3 est très preneur de ça, et il est même miné si ça n'arrive pas. C'est son identité qui est en jeu. Ensuite, le 3 est plus pugnace, il est capable de souffrir pour réussir. Disons qu'il est plus discipliné. Il peut rigoler un temps si tout va bien. En revanche, si ça commence à limiter l'efficacité, ok, là on enclenche le mode sérieux. Le 7, n'envisageant pas la vie autrement que dans la joie, il va s'éloigner de cette notion d'efficacité pour continuer à s'amuser. De fait, le 3 aime atteindre ses objectifs, tandis que le 7 a des vraies difficultés à aller au bout des choses. Le plaisir numéro 1, c'est le plaisir de l'imagination. Et rendre réel ce qui était beau dans notre imaginaire, ça demande une bonne dose d'effort, et surtout quand ça devient réel que les déconvenus arrivent, et c'est moins stylé, moins joyeux que ce qu'on avait imaginé. Donc rendre réel les objectifs, pourquoi pas, mais c'est loin d'être vital comme pour un 3. Enfin, une conséquence logique aussi, c'est la relation à la prise de risque, calculée dans les deux cas pour être minimisée chez le 3 et pour créer de l'excitation joyeuse chez le 7. Allez, Nicolas et saison 2, épisode 5. On avait déjà un ascendant physique fort, on n'a plus qu'à attendre des épreuves un peu physiques, on va dire, et là ça devrait être tranquille. Ok, il est optimiste, ça irait aussi bien au type 3 qu'au type 7. Le portrait, en revanche, à l'épisode 7, nous indique clairement le virage qu'on peut prendre. Depuis maintenant 3 semaines, rien ne se fait sur Ventanas sans l'assentiment de Nicolas. Enfant choyé et charmeur, n'ayant pas tout à fait quitté le giron familial, Nicolas fait partie de la nouvelle génération. Ces hommes de la trentaine à l'adolescence tardive qui aiment le confort facile du foyer parental. Sa mère rajoute: Nicolas est resté un grand enfant, toujours. Il a son petit monde particulier. Je crois qu'on a eu besoin de pousser Nicolas vers la sortie un petit peu pour qu'il prenne son envol. Alors tout cela indique un 7, beaucoup plus qu'un 3. Ces derniers prennent volontiers leur vie en main, alors que le 7, de variante mu, vit davantage dans sa tête, et puis rester dans le confort, c'est agréable. Je suis narcissique, moi je m'aime beaucoup. C'est mon truc, je n'attends pas les compliments des autres, je m'en fais tout seul. C'est exactement ce qu'on a décrit dans les différences, il est moins dépendant du regard des autres qu'un 3. Je cite ses amis maintenant. Je dirais qu'il est très bordélique et que c'est très énervant. Alors rien d'exclusif à un type, simplement la plupart des 7 sont comme ça. C'est le bordel dans leur tête, c'est pareil dans leur vie. Les 3 en revanche sont généralement organisés. Dans un groupe, il aime bien attirer l'attention et être au milieu de tous les intérêts. Alors là, attirer l'attention, ça peut venir du centre émotionnel, mais aussi des instincts sociaux et sexuels. Donc on pourrait dire ça de n'importe quel énéatype, dans le fond. J'aime beaucoup les provoquer, aussi les gens, c'est pareil, tester leurs limites. Moi j'aime bien défier les gens, et pour ça, il faut savoir leur mentir. Et le jeu en fait, il est vraiment là. Le goût de la provoque, si ça n'amène pas à une victoire, je vois pas l'intérêt pour un 3. En revanche, ça semble bien plus naturel pour un 7. On casse l'ennui. Casser l'ennui, c'est primordial pour un 7. Et ouais, provoquer, c'est marrant. Encore plus s'il a une L8. On revient sur Nicolas. Donc, j'ai eu une idée pour dégager Jackie et empêcher les rouges de dégager Bernard. Il fallait perdre l'épreuve d'immunité. Faire exprès de perdre, ça fera toujours plus 7 que 3. Attention par contre, c'est largement faisable pour un 3, surtout s'il est de sous-type social ou sexuel. Épisode 8.
Si sa mission, c'est d'avoir le nom d'un rouge et c'est un nom bien spécifique que je lui ai demandé, imaginons qu'il soit contraint et forcé de mettre le nom d'un jaune, bon, il sait aussi quel nom il doit mettre. Donc pourquoi il dit ça? Parce que dans cette saison, Nicolas guidait tout dans l'ombre, c'était le boss qui ne montrait pas que c'était le boss. En soi d'ailleurs, cette discrétion est difficilement compatible avec un fonctionnement 3 prêt à crier sur tous les toits que c'est lui qui maîtrise le jeu. Bref, dans cette citation, au moment où François-Xavier part en tant qu'ambassadeur, Nicolas a prévu plusieurs scénarios en fonction des règles du jeu dont il ne soupçonne pas la légèreté, puisque c'est l'unique saison où les ambassadeurs choisissaient juste le camp réunifié. Pas grande importance, en tout cas pas stratégique. Bref, on remarque l'intempérance de plan. Et dans la même veine, citons Denis à l'épisode 13. C'est certainement celui qui a le plus réfléchi sur le jeu. Il l'a fait pour le plaisir de jouer, pour mettre à l'épreuve son sens tactique. Nicolas a survolé les débats. Même Bernard, qui se croyait imbattable, doit céder contre le double, le triple, le quadruple jeu de Nicolas. Et citons aussi Jackie à son élimination, à l'épisode 6, en parlant donc de Nicolas. Lui, il bouffe à tous les râteliers. Lui. Alors, si avec tout ça, on n'a pas des exemples d'intempérance, je ne sais plus quoi dire. Au conseil aussi, ça c'est vraiment génial, il a toujours des justifications métaphorisées. On reconnaît bien là le style de communication qui s'appelle Histoire de l'énéatype 7. Alors je vous cite juste un exemple quand il dit « Je vais appliquer la technique de mon papa quand il joue à la roulette au casino, tout sur le rouge ». On a aussi l'épisode 9 où il est dans le défouloir, cet endroit qui a complètement disparu de Koh-Lanta où ils se font filmer, ils peuvent dire n'importe quoi. Alors aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud. Quelle surprise dans ce pays de merde. Ça râle un peu, l'évitement de la souffrance se fait sentir. On va reparler de l'évitement de la souffrance et juste avant, comme je fais les choses dans l'ordre, Béatrice, à ce conseil, dira « Je vote pour Nicolas parce que c'est un homme qui est calculateur, il passe ses journées devant son échiquier à trouver toutes les stratégies et il ne fait que dormir dans son hamac, sinon manger des noix de coco ou de la canne à sucre. » Donc là, c'est intéressant parce qu'elle souligne la répression de son centre instinctif. Le gars passe, c'est vrai, on a l'impression à l'image qu'il est tout le temps dans son hamac quand c'est pas pour aller chercher sa nourriture habituelle auprès du ranger. L'intempérance, c'est bien aussi souvent de la gloutonnerie. Moi, c'est mon truc à la fin. Les journées sont longues. Moi, j'en ai vraiment souffert. J'en souffre encore aujourd'hui. Moi, je mange 6 fois par jour en termes normaux. Alors, j'imagine difficilement un énéatype 3 insister sur sa souffrance. Il essayerait plutôt, je pense, de tourner le truc avec de la vanité en insistant sur le fait qu'il arrive à résister à autant de privations et non qu'il souffre des privations. On recule vite fait à l'épisode 10. Moi, j'ai un côté un petit peu tordu. J'adore quand les gens se fritent et surtout, j'adore ne pas être mêlé à tout ce genre de trucs. Et oui, il s'amuse à observer les conflits. C'est beaucoup moins drôle, en revanche, les conflits quand on est dedans. Mon vrai problème, c'est que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus proche de ce que je pensais d'FX. Ah, comme dirait Denis. Ah ça, effectivement, c'est un problème pour un 7, pour qui la liaison est dangereuse car engageante. D'ailleurs, les 3 et les 7 sont assurément les deux types préférant le plus Orange et donc autrement dit les deux types les plus amoureux de la stratégie. Me semble-t-il que la principale différence dans la manière de pratiquer la stratégie, c'est via la persuasion pour un 3, proximité avec l'humain. L'épreuve taillée pour un 3 parfaitement, c'est les ambassadeurs par exemple. Et c'est plus centré sur des outils pour le 7. Ce que j'appelle un outil, ça peut être un collier d'immunité tout simplement, puisque là il y a de quoi bâtir une tonne de plans rigolos. Et puis l'alliance, c'est bien pour plein de choses, mais il y a un côté relou, donc c'est la privation de liberté. Ensuite, à l'épisode 11, après l'épreuve de la boue, je me suis bien éclaté, c'était un jeu bon enfant, dans un jeu impitoyable, c'était rigolo. Il a perdu, mais c'est pas grave, c'était marrant. Ensuite, réplique culte, attention, c'est un jeu, on a le droit de tricher, c'est un jeu. Vu que de toute façon, il doit en rester qu'un, je pense que même mes alliés se méfient de moi, quoi. Ce qui fera, je pense, que je pourrais pas jouer le titre jusqu'au bout. Il est conscient d'être mal barré pour la victoire, et il insiste sur le mot « jeu », un mot en très haute estime pour un énéatype 7. Maintenant, un exemple de fixation de la planification nette et sans bavure. Maintenant, un exemple net et sans bavure de la fixation du type 7, la planification.
J'aime bien être partisan d'avoir deux possibilités, une de confiance et une de recours, et il ne faut pas exclure la possibilité de recours. De quoi échapper à un potentiel problème, il y a un plan de secours. Au conseil, y vote Isabelle, adversaire féroce, déterminé, et puis c'est la seule façon de manger la poule. Et là j'adore, ce mix de sérieux et de facétie, il entremêle les deux, le tout motivé par la souffrance de ne pas manger la poule, et la solution géniale d'éliminer son ange gardien, Isabelle. Vous voyez ce que je veux dire, c'est en apparence une justification puérile, mais lui, comme un gamin qui fait un caprice, il en fait un argument important, puisque ça l'est réellement pour lui, il veut manger la poule. Après, c'est un coup de bol aussi, parce que bon, il élimine d'abord Isa pour son danger dans le jeu, mais c'est drôle, il fait le lien avec la poule. Épisode 12. C'est vraiment un jeu où on est tous pourris. Il y a les pourris qui ont l'initiative, les pourris qui suivent, et puis les pourris qui se font avoir. L'homme est pourri, une façon négative, alors bien sûr sur le ton de l'humour, mais quand même, j'en profite pour dire que c'est une façon négative de voir l'homme qui colle bien avec le centre mental méfiant. On est bien loin là du centre émotionnel qui lui aime l'humain. Donc une phrase totalement 7 et pas 3. Enfin, j'ai envie de parler aussi de ce qui s'est passé sur le plateau, donc à la toute fin, épisode 13, la finale. Denis en plein dépouillement, qui parle au candidat, qui dit « Nicolas, je te rappelle que tu as une voix ». Bon, ça n'appelait pas de réponse, mais Nicolas répond quand même « Chouette ». Il drôlatise la situation, manifeste une joie, il est détendu, tout en sachant qu'il y aura la défaite au bout, il n'est pas dupe. Mais peu importe, j'ai une voix chouette, on se rattache à ça, c'est génial. C'est vraiment à ça que sert le centre mental pour un 7, puisque grâce à lui, il est heureux. Il suffit de voir la vie du bon côté. Nicolas est revenu en 2012, d'abord sous le jour de son L6. À l'épisode 1, je suis de nature pessimiste. Je me dis maintenant, on fait le jeu, valise et au revoir. Alors déjà, il y a ça. Et puis cette discussion avec Denis, avant l'épreuve éliminatoire. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Grandement inquiet. Vous avez passé une nuit en bivouac, une horreur. On décèle l'évitement de la souffrance à la fin. Ensuite, alors ça me choque pas qu'un 7 se déclare pessimiste. C'est ambigu de toute façon pour les 7 à L6 et vice-versa. Je dirais qu'il y a forcément une anticipation négative face auquel il faut trouver un plan. Et l'optimisme devrait être un optimisme un peu béat, une confiance dans son plan génial. Le problème dans la situation précise ici, c'est qu'aucun plan n'est faisable. L'élimination se jouera sur une épreuve coup près. Alors je vois ça comme ça. D'ailleurs, si on poursuit, à l'épisode 2, Nico fait preuve d'optimisme dans son domaine, la stratégie, et il prend un plaisir immense par visualisation du futur. Si j'ai le collier, je fais changer la peur de camp. Parce que là, pour l'instant, j'ai la trouille. Je vois déjà si j'ai le collier ce que je fais, et là, c'est bon, ce sera extra. Ensuite, il le dit à Genaël, avec le collier d'immunité, on fait un bluff terrible, en leur expliquant que l'un de nous deux, ils ne sauront pas lequel, a le collier. Il propose ensuite le deal en allant voir Claude. Au passage, il lui dit « T'es un garçon intelligent ». J'adore, ça c'est un étiquetage, j'en avais parlé sur la vidéo qui traite de la manipulation. Faire comprendre aux gens leurs intérêts, je crois que je sais faire. C'est un vrai bluff, il y a vraiment un côté excitant. En 2002, j'ai vraiment pas souvent eu peur au conseil, alors que là, c'est tous les instants, je me sens mis en danger et c'est dangereux, vraiment. Mais en même temps, c'est palpitant. Donc, en résumé, il souligne et connaît ses capacités, et la situation est excitante et palpitante. Génial! Pour comparer avec le 3, lui aussi, bien sûr, encore plus que le 7, est doué pour faire comprendre aux gens leurs intérêts. En revanche, peur d'être éliminé et palpitant, ça se marie pas bien pour lui. C'est pas palpitant du tout, ça devrait juste le mettre encore plus en mode compétition, car l'émotionnel deviendrait réprimé, en sentant l'élimination approcher. Voilà pour le regretté Nicolas, un énéatype 7. Et je pense d'ailleurs que c'est un des plus beaux exemples d'énéatype 7. Si vous voulez mieux comprendre ce type, je vous conseille vraiment de regarder Nicolas, et dans la saison 2 notamment surtout. Voilà, en plus il a ce côté un peu plus introverti que la caricature des 7 qui, c'est vrai, généralement sont des personnes extraverties. Le 7 le plus caricatural, on va dire, c'est quelqu'un comme Rudy dans les saisons très récentes là. Mais Nicolas aussi, c'est vraiment un excellent exemple, et dans une version voilà, un peu plus cachée, un peu plus discret, parce qu'il est plus introverti. Allez, maintenant on va parler d'un gagnant désormais, Benoît, premier de la saison 16.
Je vais faire simple. Il y a une absence de peur et une quasi-absence de doute. C'est assez simple finalement de voir que c'est un 3. Épisode 1, j'ai vraiment envie de prouver à mes parents que je ne suis pas le petit bébé qu'ils ont quitté à 14 ans. Il veut prouver sa valeur. Épisode 2, les rouges font du feu. Bruno abandonne pendant qu'il est en train de le faire. Benoît reprend le truc et bingo, les flammes jaillissent. Pour moi, ça devait marcher. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Je ne lâche jamais quand je fais quelque chose. Son portrait poursuit. C'est sûr que mes qualités physiques et mes qualités psychologiques vont vraiment m'aider sur l'île. Mentalement, je suis rodé. Aller au bout des choses, une évidence pour un 3 qui veut un résultat. À l'épisode 3, il trouve un mot indice que Julie a perdu dans l'eau. Moi, j'en profite, je l'ai trouvé, il est à moi. Tant que personne ne se manifeste, et même s'il se manifeste. Il se saisit de cette chance absolument sans gêne. Après petite discussion avec son allié de circonstance. Moi, je me sentais pas en danger, mais maintenant qu'ils le savent... Non, t'inquiète pas. Et pas de danger à l'horizon, il rassure Julie. On a scellé un pacte en se serrant la main. Moi, de toute façon, j'ai qu'une parole, je la tiendrai. On a fait un pacte, en gros, comme quoi le premier qui allait être en danger l'utiliserait. Je pense honnêtement qu'il est un peu plus pour Julie que pour moi. Je pense que Julie risque d'être avant moi en danger. Voilà, c'est le seul truc qui tranche un peu avec les 3. Benoît n'a pas l'air spécialement attiré par la stratégie. Il se définit plutôt comme quelqu'un de droit. Et on verra plus tard qu'il n'est pas spécialement à l'aise avec le rôle de comédien. À l'épisode d'après, défaite au confort, je suis énervé forcément. Ce qui m'énerve, c'est juste de perdre, d'être à 6 défaites pour une seule victoire. C'est ridicule. C'est beau les discours, mais les actes, c'est mieux. Ok, facile à comprendre, compétiteur. Il discute avec Jean-Luc, qui le trash talk un peu. Jean-Luc, il est là pour foutre la merde. C'est pas Jean-Luc qui va nous faire perdre le contrôle de notre équipe. On est 7, il est tout seul. Il va rien faire, il a aucun pouvoir ici. Pas peur de Jean-Luc, cela dit un 6 pourrait résonner pareil grâce au poids de son équipe. À l'épisode 6, je suis quelqu'un de pudique dans la vie, je déteste montrer mes émotions. De faire Koh-Lanta, ça va peut-être me pousser à plus montrer mes sentiments, surtout pour elle. Je me suis peut-être rendu compte que je lui montrais pas assez. Alors c'est tout à fait possible d'être un émotionnel et de ne pas être expressif par rapport à ses émotions. Même pour un type 4, c'est possible. Donc attention à ne pas juger le type de quelqu'un en se basant sur son côté pudique. Je dirais même que théoriquement pour un 3, ça fait du sens de ne pas dire assez « je t'aime » car trop focalisé sur ses accomplissements. Ensuite, pendant qu'il cherche l'anneau d'or, ça s'annonce plus dur que prévu. En arrivant ici, je pensais que ça allait être très très compliqué. Là, tout s'enchaîne, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, alors, vous voyez la citation, là, le gars est pas cohérent. Un coup, il sous-entend qu'il pensait que ça allait être fastoche. Et après, quand il y arrive, il nous dit « ouais, je pensais que ça allait être compliqué ». Donc globalement, le manque de cohérence, ça indique souvent la présence du centre émotionnel. On navigue entre ses opinions du moment, c'est pas fondé, si ce n'est sur l'émotion du présent. Je me vois déjà forcément à l'orientation, parce que là, à une balise près, franchement, en 24 heures, je pense que je peux la trouver. Optimiste, il se voit gagner avant de gagner, puisqu'il a donc trouvé 9 balises. Il le raconte à Candice. J'avais besoin de le dire parce que j'étais fier. Je voulais le crier à tout le monde que j'avais trouvé 9 flèches, c'est obligé. Là, Benoît a une grosse vanité d'avoir fait une telle performance, d'avoir trouvé 9 balises. On va maintenant voir ce qu'il répond à Denis, quand Denis lui dit « Est-ce que le mérite, ça doit être la base dans Koh-Lanta ?» Moi, c'est ce que j'avais souligné à mes coéquipiers, en tout cas avant la réunification. Alors là, c'est un peu dommage, il n'explique pas pourquoi. Est-ce que fonctionner au mérite, ça aide à gagner? Parce qu'il précise bien que c'est avant la réunification. En tout cas, il est clairement davantage attiré par les victoires sportives que les victoires sociales qui l'inciteraient à mener le jeu stratégiquement. Il sort un collier d'immunité au conseil de la réunification, à celui-là même où il répond à cette question à Denis. J'aimerais bien l'utiliser dans le doute. Donc là, on pourrait très bien dire « Ok, aucune prise de risque, il a peur de sortir, il sort le collier. » Épisode 8, il trouve l'anneau, le fameux anneau. C'est mérité, je suis fier et heureux. Demain, ça va être une journée à l'envers parce qu'il ne faudra pas que je gagne l'immunité, donc ça va être compliqué de se gérer pendant une épreuve parce que j'aime pas ça. Il insiste, il adore les épreuves, il dit bien qu'il n'aime pas se gérer, qu'il n'aime pas faire exprès de perdre. J'envoie mes coéquipiers rouges leur faire part de ma trouvaille en disant que j'en ai trouvé 9.
C'est très malin et c'est surtout se décharger du boulot parce que si c'est moi qui propage les infos, ça va être n'importe quoi. Ça va se voir sur mon visage que je mens. On aurait donc un 3 qui n'a pas confiance en sa capacité à mitonner. Pourquoi pas? Après tout, un 3, dans l'énéagramme, c'est un émotionnel, du mensonge à soi-même, vanité et évitement des échecs. Le reste, c'est du décor. Vu qu'il aime le mérite, qu'il s'estime droit, qu'il tient ses engagements et qu'il est pudique avec ses émotions, tout cela se tient la main. Et pour moi, ça renforce le fait qu'il ne soit pas de sous-type social ou sexuel. Il sort l'anneau au conseil et sur son visage, il est content, voire très content. Énorme vanité non dissimulée lors des bulletins dépouillés qui portent son nom. On passe maintenant à l'épisode d'après, le 9. Il y a une épreuve de confort qui se joue en équipe et le dernier choix d'équipier, ce sera Alex ou Julie. Pour gagner, l'équipe dont figure Benoît sélectionne Alex, qui est donc une jaune. Elle n'était pas bien, donc en parlant de Julie. Donc à partir de là, le choix pour moi était logique. Il veut prendre une jaune plus performante qu'une rouge. Il privilégie les chances de victoire à la loyauté envers sa tribu. Là, franchement, j'aurais plus vu un 6, largement tenté par le fait de choisir Julie. Épisode suivant. En lisant le courrier de ses parents, il se noie dans un torrent de larmes. Mes parents, je ne les vois jamais. À 14 ans, j'ai quitté ma famille pour vivre mon rêve et j'ai l'impression d'avoir tout raté avec eux. Je me sens coupable de les avoir laissés. Dans l'énéagramme, il est coutume de rappeler que le type 3, de par son ego, peut être happé par le monde professionnel et être trop peu présent à la maison pour sa famille, en tout cas dans une société qui valorise la carrière, l'ambition professionnelle, qui accorde de l'importance à l'argent, donc au salaire. Benoît décrit quelque chose de similaire à ça, partir jeune en voyant grand, penser à soi, à son rêve. Et voilà, et plusieurs fois il insiste avec vanité sur ce point d'ailleurs, comme quoi il a été autonome jeune, qu'il s'est pris en main dès l'âge de 14 ans. Également, dans le registre Tout pour la victoire, on a un bel exemple à l'épisode 11. Il gagne l'épreuve de confort et a le choix. La récompense pour lui tout seul ou pour tous les autres. Il se choisit lui-même. C'est la dernière ligne droite du jeu, donc il faut penser à soi, il faut prendre des forces. C'est le jeu, il y a un gagnant, il y a des perdants. À l'épisode d'après, il élimine Stéphane et il pleure à son élimination car c'était un choix difficile, il a participé à son élimination. Décidément, il n'est pas à l'aise avec la stratégie. Mais d'un autre côté, pour quelqu'un qui est pudique, on commence à se rendre compte qu'il pleure souvent, dis donc. On sait qu'il se retient en plus, puisqu'il le dit, qu'il est pudique, et malgré ça, il pleure pas mal. Ça veut dire que c'est difficile sûrement à maîtriser, il est rempli d'émotions. Voilà, on arrive au bout de l'analyse. Chose importante quand même à souligner, il porte son anneau très souvent pendant le jeu. Il dit que c'est comme un porte-bonheur. Je me demande si c'est pas un moyen matériel d'afficher une réussite, parce qu'en vrai, vu la bague, ça doit être gênant à porter quand même. Je suis fier de toute l'aventure que j'ai faite, comment je l'ai finie, franchement d'une manière vraiment extraordinaire. Vanité, en veux-tu, en voilà, il dira dans une interview aussi, j'étais conditionné pour gagner. Donc selon moi, après un petit effort d'analyse, fallait bien que je le fasse un jour, même si j'aime pas sa saison, il fait partie des gagnants. Benoît est un 3. Alors je suis pas sûr à 100% de la variante, est-ce qu'il est vraiment 3 mu? Je ne sais pas, en tout cas pour moi c'est un 3. On va passer à Cédric de Koh-Lanta Johor. Alors lui, je me suis fait avoir par son ton de parole petit, calme, comme s'il était en contrôle de lui-même. Je l'avais typé en 1. Je mets quand même les divergences théoriques 1-3, mais il n'y a pas vraiment débat. Donc, cherche à atteindre des idéaux contre cherche plutôt à plaire. Jugement interne vs un jugement externe. Le résultat a de la valeur grâce au travail en amont contre un 3 qui pense que seul le résultat a de la valeur. C'est-à-dire qu'atteindre un résultat ne suffit pas au 1. Dans les manières de l'obtenir, il y en a qui sont supérieures, il y a même une bonne manière de faire, et c'est celle-là qu'il faut appliquer. Peur d'être quelqu'un de mauvais contre une peur de ne pas avoir de valeur. Alors, mauvais d'abord dans le sens corrompu du terme, il y a une attitude correcte à arborer, d'où l'importance accordée aux conventions sociales, au respect globalement, aux moyens adoptés pour arriver à ses fins, tandis qu'un 3 fait sienne la devise « la fin justifie les moyens ».
La propreté n'a d'importance que si elle lui donne une image de gagnant. Qualité vs quantité. Critique intérieure contre le 3 qui est plutôt confiant dans ses capacités à réussir. Le 1 est un idéaliste, là où le 3 est plutôt pragmatique. Donc on va passer à l'analyse de Cédric dès l'épisode 1 de la saison, donc 14. Le mental et la confiance, oui, c'est quelque chose que j'ai en moi. Même face à un enfant de 5 ans, je joue aux cartes, je ne le laisse pas gagner, il faut que je gagne. Quelques épisodes plus tard, il y a une embrouille au sein de l'équipe avec Isabelle. Notre stratégie, elle est bonne, puisque lui, il est arrivé avant Alban, sous-entendu au premier obstacle. Voilà, donc il y a une embrouille avec Isabelle en gros, mais il n'y a pas vraiment de remise en cause. En tout cas, c'est loin d'être facile, comme l'aurait fait un 1 quand il se fait critiquer. Quelques épisodes après, très intéressant, celui de la réunification. Denis dit la réunification, c'est demain. Et à ce moment-là, Cédric serre le poing, comme s'il avait atteint un objectif. Il y a une satisfaction là de son instinct de compétiteur, à l'opposé d'un contrôle de soi du 1 que j'aurais imaginé plus sobre, et surtout pas spécialement satisfait d'avoir juste atteint la réunification. Ensuite, le gros morceau sur Cédric, c'est son rôle d'ambassadeur. Une victoire éclatante. Franchement, il n'y a strictement rien d'autre qu'un fantastique Ennéa type 3 dans toute sa prestation aux ambassadeurs. C'est taillé pour lui, il est dans son élément. Alban, c'est un serpent de mer. Il y a des trucs qu'il a racontés, c'est un ouf le gars. Pour mettre les gens dans sa poche, c'est un malade. Le marchand de sable, il endort tout le monde. Il insiste facilement dans son mensonge pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, faire changer d'avis Jeff et voter Alban. Dès que Jeff dit quelque chose, il a réponse à tout, vite et bien. Et hop, on recentre la discussion sur Alban le plus vite possible. C'est vraiment impressionnant la répartie qu'il a, toujours avec les bons mots, les bonnes formules, le discours flou qui paraît clair. Il mène la discussion de A à Z. Plus tard dans l'épisode, il convainc encore Jeff de voter cette fois Sébastien au conseil, une manœuvre de plus qui fonctionne, une victoire de plus. Et au conseil, c'est Jeff qui part. On a Cédric qui lui explique en gros que c'est parce qu'il a vendu son pote Alban aux ambassadeurs. C'est drôle parce que ça fait vraiment énorme manipulateur quand il dit ça. En plus de changement de discours, carrément un changement de rôle, il fait passer Jeff pour un enfoiré alors que c'est lui qui est à l'origine de l'éviction d'Alban. Bon, il est dans son jeu totalement consciemment, il fait culpabiliser autrui et je devine qu'il s'en délecte intérieurement. En tout cas, il n'y a pas une once de remords, hein. Au contraire, il est content de jouer comme ça, c'est son truc. Encore une fois, on serait très loin ici d'un 1 qui culpabilise facilement. À l'épisode juste après, il sort du conseil, Jessica résume bien les choses. T'as trop pris les gens par les sentiments. Oui, c'est exactement ça que font les 3. Généralement, les 3 sont très bons pour ça. Le plan se déroule exactement comme on l'avait défini, donc il n'y a aucun problème. Voilà, Cédric, il est content de son plan. Alors, il est revenu, le combat des héros 2018. On a l'épisode 2, l'épreuve du plan incliné. Il va changer de place avec Raphaël par rapport au positionnement prévu, peur de glisser à cause d'une cheville douloureuse. Je m'en veux énormément de ce changement parce qu'habituellement, je fais toujours des bons choix. C'est la deuxième phrase qui est super intéressante et qui n'a strictement rien à voir avec le discours insatisfait de lui-même de l'Ennéa type 1. Ce qui ressort du coup ici, c'est la grande vanité qu'il tire à chaque fois de toutes les décisions qu'il prend, qu'il estime être des bons choix. Plus tard dans l'épisode, il dit à Dylan « T'es une pépite, il suffit juste de te pousser, de te driver et tu vas tout déchirer ». Il complimente « Ah, c'est plutôt facile à faire pour un 3, alors qu'avec un 1, il y a toujours un mais. Il y a ça qui va bien, mais il y a ça qui va pas. » Denis dit en voix off « Cédric ne mise pas sur un collier pour sauver sa tête, mais sur une habile communication. » J'adore cette phrase, ça résume ce que j'ai dit tout à l'heure. La stratégie du 3, c'est d'abord de se mettre les gens dans sa poche. Moi, je vous adore vraiment. Vous êtes une team en or. Cette cajolerie du collectif lui sert de mea culpa, toujours mieux de flatter pour se faire bien voir. Ça rentre dans sa stratégie que vient de décrire Denis juste avant. À l'épisode 3, il y a une défaite à l'épreuve d'immunité, ça lui sera fatal, c'est lui qui se fera éliminer.
Cette défaite, c'est la 6e en autant d'épreuves pour les jaunes. 6 épreuves, 6 défaites. Cédric est pointé du doigt et dit « Ok, je mets plus de temps à revenir, mais Clémentine, elle se plante plein de fois. » Candice nous dit « Cédric a toujours une bonne excuse pour expliquer sa non-performance. Il fait ce qu'il peut effectivement pour ne pas porter la responsabilité de l'échec. Il se fait éliminer. J'ai pas réussi à rentrer dans l'aventure. Je suis déçu de moi-même parce que j'ai des capacités énormes. Je me suis gâché. » Je propose de s'arrêter là-dessus pour définir les néatypes 3 mus de Cédric. Et voilà, fin de cette deuxième vidéo qui permet des corrections sur des typages foirés. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, Nicolas, c'est vraiment un bon exemple des néatypes 7. On voit bien aussi avec l'exemple de Cédric que l'épreuve des ambassadeurs, c'est taillé pour un 3. C'est aussi un bon exemple finalement des néatypes 3. Benoît, c'est un moins caricatural, parce que comme j'ai dit, il est moins à l'aise avec le jeu, avec l'humain. Ça reste un 3, comme je l'ai dit pour moi, mais voilà, c'est un exemple un peu moins flagrant quand on découvre les néagrammes. Mais voilà, Cédric et Nicolas sont des très bons exemples des néatypes 7 et des néatypes 3. Alors maintenant, on va découvrir des nouveaux candidats, c'est cool, hein, il y a la nouvelle saison là qui commence. J'ai hâte, et puis au plaisir de discuter avec vous. Maatane.